Bien, chers amis, bonsoir. J'accueille, si je puis dire, Christophe Barrère, qui nous avait déjà... On se connaît à peine. On se connaît à peine. Vous avez déjà présenté son Podemos, un livre qui a été conçu chez Gudule, au café d'à côté. Oui. Oui, l'idée est née d'une discussion un dimanche soir chez Gudule. On lui a dit à Christophe, pourquoi ne ferais-tu pas un livre sur Podemos? D'où une aventure éditoriale et médiatique, puisque Christophe est devenu une référence obligée dans les médias lorsque il y a situation de crise en Espagne, ce qui est souvent le cas. D'où ce deuxième livre, La guerre de Catalogne, qui a été écrit au feu de l'événement, que tu vas nous présenter, et ensuite on engagera le débat avec toi. Bien, merci Bertrand. Effectivement, ce petit livre a été écrit pendant 5 mois, les 5 mois qui, très précisément, ont séparé la tenue d'élection au Parlement de Catalogne et la nomination, la semaine dernière, d'un nouveau président de la Généralité de Catalogne. Je ne pensais pas que voilà, cet intermède-là, qui était pour moi celui de l'écriture et de la relecture, de la publication, corresponde aussi à un épisode si long de cette guerre de Catalogne. Vous savez, dans les bouquins, c'est les éditeurs qui choisissent les titres, ce n'est pas forcément l'auteur. Mais on peut l'assumer dans la mesure où, comme le dit Jacques Sapir dans la critique qu'il a sortie du livre aujourd'hui, qui est la plus intéressante et que je vais prendre un petit peu pour articuler mon discours ce soir, est le constat d'un divorce profond dans la société catalane, dans laquelle je ne veux pas prendre parti, parce que je suis quand même historien de formation, nous sommes royalistes. Alors, certains vont se dire qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans. Justement, ça nous permet d'appréhender un acteur essentiel, la monarchie espagnole, dans cette affaire, peut-être avec plus d'intelligence que les autres. Je vous recommande mon petit passage sur Philippe VI, un pompier pyromane, point d'interrogation, dans ce livre, qui, je crois, se veut un avertissement pour lui. Donc, cette guerre de Catalogne, elle est... C'est l'histoire d'un divorce. C'est un divorce dont vous connaissez les grandes étapes. Il y a quand même 2 grandes dates, quoi qu'en disent les commentateurs. Je n'ai pas fini tout à l'heure ma phrase. J'essaie de faire un essai d'histoire du temps présent. Je suis quand même historien de formation. Je suis chargé d'études documentaires aux Archives nationales. Je crois faire sérieusement mon métier. Donc j'entends faire ce travail-là aussi intellectuellement, honnêtement. D'une manière intellectuellement honnête. Il y a, alors, avec des sources, donc, qui effectivement m'ont fait passer de Podemos à la Catalogne, donc je n'étais pas un spécialiste a priori. Dans la petite entretien que j'ai accordé à Royaliste à mes camarades, j'explique que j'ai dû un petit peu me mettre à la lecture du catalan. C'est aisé, quand même, pour un Français hispanisant. Avec un bon dictionnaire, on y arrive très bien, d'autant plus qu'on est dans un champ sémantique, comme on dit quand on étudie les langues étrangères, catalan. Ou plutôt de la politique, pardon, quand bien même il soit catalan. Il m'est arrivé de travailler avec des Catalans, dans le cadre de mon travail aussi, donc d'entendre des discours, notamment dans le milieu d'historiens, d'universitaires, sur l'histoire de la Catalogne, avec les archives de Catalogne. Il m'est arrivé de présenter une communication au Congrès international des archives l'an dernier, avec des archivistes catalans, sur un travail commun qui n'avait rien à voir avec les questions qui nous intéressent. Mais enfin, voilà, j'ai eu l'occasion, quand même, ces dernières années, de fréquenter cette région. Et donc là, ben oui, les événements me poussent, d'autant plus que je me suis intéressé à Podemos, qu'il y a des sources qui sont publiées en même temps que l'histoire s'écrit en Catalogne. Donc, bien sûr, les sources, c'est la presse. Je salue la présence de notre camarade Alain Mercier, qui est là, qui est un militant de l'ANAR qui vit en Espagne, avec lequel on a des relations quotidiennes pour décrypter un petit peu la presse vue de l'intérieur du pays, justement. C'est vrai que mes limites, même mes sources de presse de Podemos,
les journalistes que j'aimais bien, dans Infolibre et dans des sites d'information que j'aime bien lire, me laissaient quand même sur ma soif parce que c'était quand même le point de vue castillan sur la Catalogne. C'est le point de vue de Madrid, quoi qu'il en soit, quand même, de gens qui tiennent à l'unité du pays, avant tout, et qui parfois ne font pas l'effort pour comprendre. Donc nous sommes français, nous sommes quand même relativement épargnés, objectivement, ou politiquement, j'allais dire, ça ne ferait pas la chronique chez nous quand même, par ce conflit. Les invitations médiatiques, il n'y en a pas tant que ça en ce moment pour parler de cette affaire. Mais en Catalogne, donc, il y a des blogs, il y a des témoignages de politiques qui sont publiés notamment à l'occasion de la campagne pour l'élection du Parlement catalan de décembre. Puisque donc, vous le savez, le 1er octobre 2017, il y a eu un référendum illégal sur l'indépendance. On aura à débattre il y a une partie de mon livre qui s'appelle « Un légalisme exacerbé ». C'est ce que Jacques Sapir met en exergue dans sa critique du livre qu'il sort aujourd'hui. Cette opposition entre légalité et légitimité, et notamment dans le cadre d'une situation un petit peu exceptionnelle qui est celle de la Catalogne, avec donc un Parlement indépendantiste qui est reconduit, une majorité indépendantiste qui est reconduite malgré tout ce qu'on a pu dire, malgré toutes les accusations dont elle a pu être l'objet. Donc, plus en profondeur historiquement, mon livre se veut un petit compte-rendu, quand même un point sur la Catalogne. C'était un petit peu la commande qui était celle de l'éditeur. Il y a deux événements historiques récents qui sont à l'origine aussi, dont l'un des deux est à l'origine de mon premier livre sur Podemos, c'est la crise économique de 2008, qui aboutit à une perte de confiance, qui se traduit en Catalogne par une perte de confiance entre les classes moyennes et les partis politiques, les partis de pouvoir. C'est pas moi qui le dis, là je reprends des analyses que qui m'avaient déjà intéressé dans la rédaction de ce Podemos, d'un politologue, historien, justement aussi, un peu les deux, qui s'appelle Xavier Casals, et qui avait écrit un livre qui s'appelle El Pueblo contra el Parlamento, le peuple contre le Parlement, et qui décrit la Catalogne comme un laboratoire populiste, puisque donc j'inscris cette réflexion dans une réflexion plus globale sur le populisme et ce qu'il faut avoir. Puisque bien sûr on a assisté à ce qui semblait improbable, ce que M. Rajoy a appelé le Premier ministre espagnol le mariage de la carpe et du lapin, c'est-à-dire une droite catalane libérale qui s'allie avec une gauche catalane, une extrême gauche, donc en pleine recomposition politique, selon donc des effets pas d'opportunité, mais des effets, disent certains, des effets de contexte, donc des choses qu'il faut analyser. Jacques Sapir attirant notre attention un petit peu, c'est vraiment le but du livre, c'est d'ouvrir un débat en faisant un point complet, en donnant quelques pistes sur ce qui s'est passé, en analysant le fait qu'aujourd'hui, on ne vote pas de la même manière qu'on choisit politiquement une adhésion. Les choix ne se font pas de la même manière selon les mêmes processus cognitifs, on pourrait dire, me signale Jacques Sapir dans sa critique, en reprenant des chercheurs américains, un sociologue et un économiste, que l'on ait à choisir ou que l'on ait à éliminer ou à se prononcer dans l'urgence ou dans le cas d'une situation exceptionnelle. Et il y a en Catalogne situation exceptionnelle, puisque donc il y a cette reconduction de la majorité indépendantiste et il y a des actes qui sont posés par le Parlement catalan en dépit de la légalité que voudrait faire respecter Madrid. Et là, c'est donc il y a tout un débat autour de la légitimité du peuple catalan, représenté par son Parlement, historiquement c'est reconnu comme ça, à pouvoir imposer ses vues. Pourquoi il y a ça? Sur quoi s'appuie ce Parlement catalan?
Alors, pour réclamer cette majorité, sur quoi s'appuie cette majorité pour réclamer cette indépendance? Le deuxième événement auquel je faisais allusion tout à l'heure, qui est donc en 2010 le refus la censure par le tribunal constitutionnel espagnol d'un troisième statut d'autonomie de la Catalogne, pourtant approuvé par référendum dans la Généralité. Donc la crise de confiance des politiques en 2008, la crise de confiance vis-à-vis du pouvoir madrilène fait que, notamment pour un nombre de plus en plus grand de Catalans, l'indépendance n'est plus qu'apparue que comme le seul objet politique identifié. C'est une expression que j'ai aimée, que j'ai fait mienne dans le livre, qui m'a été prononcée par un militant équidistant, qui est plutôt unioniste, mais qui constate comme ça, et comme beaucoup d'autres, qui était tenté, qui a voté pour l'indépendance au moment le jour du référendum du 1er octobre 2017, parce que la tension était trop forte et il fallait poser un acte de souveraineté, justement, qui ne peut que nous intéresser à nous, qui nous intéressons donc en Europe de manière générale ou même aux États-Unis à la question du populisme et de la souveraineté et de l'articulation qu'il peut y avoir entre souveraineté populaire qui est défendue par les gens de Podemos ou la souveraineté politique, la souveraineté nationale qui est donc défendue par les indépendantistes et même aujourd'hui par un troisième acteur qui n'est pas très présent justement dans mon livre, qui est Ciudadanos, qui est ce Podemos de droite qui est apparu dans cette vaste recomposition du paysage politique espagnol, qui prétendait n'être à gauche dans le siège de la social-démocratie, dans les premières professions de foi, c'est ce qui est dit, qui aujourd'hui entend clairement succéder au Parti populaire, au centre-droite et à la droite en Espagne. Donc cette souveraineté nationale espagnole que Ciudadanos pense pouvoir sauver revient sur le devant de la scène. Donc on est dans le débat catalan, dans des débats qui nous intéressent, nous, en général, le public des mercredis, Nouvelle Action Royaliste, le débat sur la souveraineté. Donc légitimité, souveraineté, légalité, c'est quand même des concepts qui ne nous sont pas étrangers, quand bien même nous ne sommes pas au départ effectivement des spécialistes de la Catalogne. Mais dans notre regard européen, avec notre regard européen, nous pouvons avoir quelques rapports. Quel est le discours historique? Il y a un discours sur l'histoire des indépendantistes catalans. Alors, il y a un discours historique très polémique, d'histoire reconstituée, moi, là même un peu comique, allons, pour provoquer un peu le débat avec eux autour d'une histoire un peu reconstituée sur par exemple la guerre de succession d'Espagne qui se termine en 1714 par la prise de Barcelone par le premier Bourbon d'Espagne. Manque de bol pour le roi d'aujourd'hui, il s'appelait Philippe V, lui il s'appelle Philippe VI, donc on voit tout de suite le raccourci anti-bourbonien, anti-monarchiste. Bon, par le roi du roi tout à l'heure, qui fait pas qu'un bon positionnement, qui n'a pas qu'un bon positionnement de mon point de vue dans cette affaire. Mais un précédent historique beaucoup moins contestable, c'est celui de 1978, au cours duquel, donc 1978, c'est la transition à la démocratie de l'Espagne, c'est l'adoption de la première constitution démocratique, bien sûr, après de la constitution démocratique actuelle de l'Espagne. Je m'empresse de dire que pour moi, l'Espagne est un État démocratique. Alors, je ferais hurler peut-être des gens, mais il faut provoquer le débat. Je parle des problèmes de la droite espagnole et des rapports à son passé et au franquisme, qui effectivement, j'en parle dans le livre, apparaît quand même encore un peu glauque de nos jours. Mais donc, principalement, il y a un argument qui consiste à dire et qui consiste à constater ce qu'a fait Puigdemont dans ces discours qui ont succédé, qui ont fait dans les jours qui ont suivi le référendum de 2017, du 1er octobre 2017, qui consiste à constater l'antériorité de la Généralité de Catalogne, des institutions catalanes, sur la Constitution espagnole. Et là, c'est vrai que la Généralité, le gouvernement de la Généralité de Catalogne, il est fondé tel qu'il est au cours de la Seconde République espagnole,
donc au début des années 30. Et ça, c'est l'argument de poids qui fait qu'aujourd'hui, même juridiquement, alors, on dit la solution, ça peut être une nouvelle réforme territoriale, une nouvelle définition des normes juridiques en essayant de soumettre ou pas les pouvoirs régionaux au pouvoir du tribunal constitutionnel espagnol, en tout cas ne plus reconnaître faire en sorte que cette antériorité ne donne pas droit à poser soi-même un certain nombre de normes en matière juridique. Donc c'est des débats un petit peu compliqués sur lesquels je reviens un petit peu dans le livre, sur la question de l'impossible réforme territoriale. Donc il y a cette opposition qui est faite donc entre deux légitimités, donc en tout cas entre la légalité qui est défendue par l'État espagnol, et avec forte raison. Une de mes sources, ou des personnages que je trouve intéressant, attachant, j'allais dire, dans l'affaire qui vient de se dérouler en Catalogne, c'est Joan Coscubiela, qui était le porte-parole ou le principal dirigeant d'un groupe parlementaire auquel appartenait Podemos en Catalogne, Catalunya Sí que es Pot, qui était à la tête de cette convergence de mouvements de la gauche catalane, et qui s'est élevé en septembre, début septembre, les 6 et 7 septembre, contre les premières lois dites, qui devaient préparer la déconnexion de l'Espagne, puisque la majorité indépendantiste qui a organisé le référendum de 2017 était née, avait obtenu une majorité à l'issue d'une précédente dissolution en 2015, qui avait pour but de clarifier la situation. Et donc la gauche non indépendantiste s'était retrouvée un petit peu dans une alliance qui donc s'est élevée contre l'empiètement des droits des minorités parlementaires. Il est clair que les minorités présentes au Parlement de Catalogne n'ont pas été respectées à l'occasion de ces lois, de l'adoption de ces lois de ces lois régionales autonomes, qui ont permis l'organisation du référendum du 1er octobre. C'est intéressant, dit Jacques Sapir, parce qu'on est là il y a peut-être une dérive légaliste, peut-être à l'échelle de l'Europe, c'est peut-être à replacer dans une dérive légaliste qu'on observe dans l'Union européenne, en Italie en ce moment, avec un président de la République arc-bouté sur les normes européennes, et il y a un légalisme un petit peu forcené. Alors là, on est en matière de philosophie politique, qui est peut-être alors un peu trop mise en avant, alors que la légalité, elle doit découler plutôt de la légitimité, pour que les peuples soient encore aux commandes. Donc là, on est dans un moment intéressant de basculement. Donc d'un moment populiste, c'est quoi? Je rappelle un petit peu, pour ceux qui n'étaient pas là pour la présentation du livre sur Podemos, par quoi se caractérise le moment populiste. Donc par une remise en cause des élites par le peuple, la remise en cause d'un eux par un nous qui est majoritaire, et qui donc s'est traduit en Catalogne par la construction de cette majorité un petit peu indépendantiste, un peu bizarre, donc, puisque la droite qui était indépendante, qui n'avait pas mis l'indépendance vraiment à la tête de son programme pendant quelques décennies, en a fait vraiment une priorité. Et donc c'est jointe avec la gauche. Alors, les adversaires diront que c'est par pur opportunisme politique, parce que la droite catalane était rattrapée par des affaires de corruption. Vous avez entendu parler de ce qui a touché le clan Pujol, qui était donc à la tête de la Généralité depuis le début des années 80. J'en entends rien, je fais un petit rappel historique qui a déjà été, en tout cas, je le mets un petit peu en exergue. Il y a quand même un proto-État qui a été mis en place par la Généralité de Catalogne depuis les années 80,
Il y a un document qui est ressorti dans la presse espagnole, dans la presse madrilène, qui est un rapport qui a été fait, qu'avait commandé Pujol, ou qui était plutôt un memento, un document de travail. Voilà. Un document de travail dont on dit qu'il avait été produit par Jordi Pujol lui-même au début des années 90, et qui visait quand même à poser les bases de l'indépendance possible. Parce que donc, on distingue les spécialistes de la Catalogne, Cyril Trépied, qui était là il y a quelques mois pour nous expliquer un petit peu quelle est l'histoire, qui est vraiment lui le spécialiste des mouvements indépendantistes, nous demande de toujours bien faire distinguer qu'il y a les indépendantistes qui veulent l'indépendance tout de suite, et puis il y a les indépendantistes qui veulent l'indépendance sine die un jour, et donc de cette droite catalane, il y a un mouvement de ralliement au process, en catalan au processus de déconnexion qui a donc été programmé à partir de 2015. Donc la recomposition s'est faite autour de ce projet indépendantiste qui est apparu comme la seule alternative à un nombre de plus en plus grand de Catalans. Il faut insister sur ce... Donc ce n'est pas un indépendantisme particulier, c'est pas ce qu'on aurait pu croire, et c'est quand même un petit peu ma thèse, c'est pas un régionalisme de plus qui s'y prend par des voies traditionnelles, mais c'est quand même une forme de populisme, c'est un indépendantisme qui se fixe, qui est branché sur une forme de populisme. Alors, Karl Puigdemont, il avait fait une conférence il y a quelques mois, en février je crois. C'est la première fois qu'il quittait la Belgique. Il est allé au Danemark, à Copenhague, pour faire une conférence dans une université. J'ai écouté la conférence, elle a été retransmise en direct, on peut la consulter sur YouTube, il y a la référence dans le livre. Il dit « je ne suis pas un populiste », mais la démarche est quand même populiste. Le fait qu'aux élections régionales, il ait gagné, parce qu'il n'a pas présenté, il n'est pas parti sous les couleurs de son parti, mais il est parti sous un rassemblement populaire. C'est un premier indice. Quand vous parlez avec la gauche catalane républicaine, Esquerra Republicana, qui est devenue indépendantiste elle dans les années 90, on rappelle Cyril Trépied, quand le mur de Berlin est tombé, quand il y a eu la vague d'indépendance dans l'Est, dans les Balkans, quand il y a eu un renouveau un petit peu des nations à l'Est, il y a aujourd'hui aussi un discours populiste. Moi, j'ai fait plusieurs entretiens avec l'un des responsables de l'organisation, de l'intendance, de la logistique du référendum illégal du 1er octobre 2017, que je ne citerai pas bien sûr, mais qui m'a raconté que c'est quelqu'un qui était prêt à faire passer une partie de ses activités dans la clandestinité, qui attendait des consignes. On l'avait signalé dans le débat avec Cyril il y a quelques mois. Le mouvement indépendantiste a été décapité par ces arrestations. La vice-présidente du gouvernement espagnol s'est vantée d'avoir décapité le mouvement indépendantiste. Alors ça avait fait des scandales dans le débat, mais de fait, effectivement, elle peut s'en vanter parce que les indépendantistes ont beaucoup de soucis pour reconstruire aujourd'hui quelque chose. C'est par là que ça pêche. Mais je vais plutôt vous expliquer quels sont leurs points gagnants, leurs points de force, pour vous montrer que la situation quand même est grave du point de vue de la tension politique que ça génère. Donc les mots qui s'utilisaient, y compris à Esquerra Republicana, dans la gauche républicaine, c'est les mots du populisme. Ce jeune militant, donc, il me parle je retrouve tout ce que j'avais appris avec Podemos, des chaînes de signifiants, de combats culturels, de conquête, de recherche d'une majorité sociale, donc de construire une république avec donc des valeurs positives, donc, qui sont celles de l'ouverture, contrairement à ce qu'on dit dans le programme indépendantiste, il y a eu des déclarations quand même un peu alors que les adversaires des indépendantistes vont présenter comme racistes, racialisantes, suprémacistes. On a entendu ça, c'est vrai que je les cite, il y a
Oriol Junqueras, qui était l'ancien vice-président du gouvernement catalan déchu, donc, qui avait dit que ethniquement, les Catalans étaient plus proches des Français que des Espagnols. Donc ça, c'est 2008. Et puis, donc, il y a les fameux tweets du nouveau président de Catalogne, qui, voilà, complètement insultant vis-à-vis des Espagnols. Mais, alors, il y avait ce discours-là qui est effectivement assez méprisable, mais il y avait la réalité des faits que dans le projet indépendantiste, il y avait la volonté de donner la nationalité catalane de cette république après 5 ans de résidence en Catalogne à tout migrant. Donc ils sont voilà, on est dans la construction, les adversaires dans le bricolage de quelque chose qui peut se laisser attendre. Aujourd'hui, il y a trois champs de bataille, trois causes un petit peu qui peuvent être, qui sont gagnantes et qui sont jouées par le président Quim Torra, par exemple, quand il nomme, vous l'avez entendu ces derniers jours, il est revenu dessus aujourd'hui, hein. Hier, il a nommé des présidents, des conseillers, on appelle les conseillers, les membres du gouvernement autonome catalan, compatibles, hispano-compatibles, si j'ose dire, qui ne sont pas poursuivis devant la justice. Mais il mène quand même 3 combats dans 3 directions. Donc, première direction pour le respect des droits, la défense des droits politiques de ceux qui sont emprisonnés. Et c'est vrai que là, de ce point de vue-là, la justice espagnole, elle subit quand même des revers en Belgique, avec donc l'extradition de Puigdemont qui n'est pas venue, en Allemagne, avec cette expulsion qui ne vient toujours pas. Et donc ce qui permet de questionner un petit peu la rudesse du juge du tribunal constitutionnel espagnol, qui donc visiblement ne sait pas trouver les bons arguments pour faire tomber ses adversaires, qui effectivement émet la formule, quand je parle de l'égalité, il y a une formule qui a été utilisée, la formule de l'égalisme exacerbé. Elle a été utilisée par une ONG anglo-saxonne, qui a été reprise par des éditorialistes de La Vanguardia, par exemple Enric Juliana, qui était un éditorialiste qui est intéressant parce qu'il était plutôt classé à droite, mais il est très copain avec les gens de Podemos, enfin il aime bien dialoguer avec eux parce que c'est un bon analyste. Et donc il est directeur adjoint de La Vanguardia, et lui il avait relevé aussi le propos, comme je l'avais relevé, comme Alain l'avait relevé, dans les attendus à la suite d'une décision de justice, donc du juge du tribunal suprême constitutionnel espagnol, qui en charge du jugement des prisonniers, des politiques prisonniers, des prisonniers politiques pour les Catalans, en disant que voilà, il faut les juger parce que s'ils avaient continué, l'opinion des Catalans aurait pu devenir majoritairement favorable à l'indépendance. C'est pas un procès politique, c'est quand même, ça y ressemble. Donc il y a ce questionnement, donc il y a ce débat, ce combat pour la défense des droits politiques, qui est un angle d'attaque qui est très bon pour les Catalans, parce que là, ils peuvent trouver des alliés. La deuxième chose, c'est celle à laquelle on participe un petit peu, c'est-à-dire c'est une certaine reconnaissance à l'étranger de leur cause, la volonté d'attirer l'attention sur eux. Moi, c'est quelque chose qui m'avait été confié par cette personne qui milite, donc qui avait participé à cette organisation de ce référendum. Il pensait que les images de la répression policière allaient suffire à permettre à l'Union européenne de donner l'indépendance à la Catalogne. Il pensait que, vous savez, ce dimanche, on a vu la police matraquer les gens, puis il y a des documentaires qui sont sortis depuis peu. Voilà, il y a eu des vraies scènes de violence, des femmes qu'on a traînées par terre pour les déloger d'un bureau de vote. Donc les Catalans pensaient, indépendantistes, que sincèrement ça suffirait pour que l'indépendance soit exigée des alliés de l'Espagne en Europe. Voilà. Bien sûr, ça n'a pas eu lieu. Donc il y a tout ce combat-là de la sensibilisation de l'Europe qui pour eux est à mener, et des autres pays plus généralement. Puisque donc c'était pas... Je rappelle qu'en Espagne, il n'y a pas de référendum d'autonomie qui est
toléré par la Constitution, comme ça peut l'être au Royaume-Uni, pardon. Et puis les Catalans, au départ, donc, ils étaient divisés, les indépendantistes. Il y a trois mouvements, il y a trois tendances dans le mouvement indépendantiste. Il y a la droite, il y a la gauche, et puis il y a l'extrême gauche. Ce n'est pas du tout le cas du parti indépendantiste écossais, qui lui est complètement uni. Et donc, la défense des droits politiques, la reconnaissance internationale, ou la présentation de la cause à l'Europe entière, et un troisième terrain qui est la défense d'une certaine légitimité, de la légitimité donc de Karl Puigdemont, puisque quand il est destitué au lendemain de la proclamation de l'indépendance, à la fin du mois d'octobre 2017, donc il part en Belgique, il proclame l'indépendance, mais alors bon, l'histoire commence à s'écrire, il y a des témoignages qui sortent sur ce qu'il s'est vraiment dit, pourquoi lui-même il a changé d'avis, on pensait qu'il allait provoquer lui-même des élections, puis finalement il se renforce, il se range à l'avis des plus radicaux de sa tendance. Alors on dit c'est tout simplement à cause d'une campagne sur Twitter de gens qui se mettent à le traiter de lâche, de Judas. Même il y a un député d'Esquerra républicaine à Madrid qui dit ça. Est-ce que c'est intéressant l'homme face à l'événement? Quelle est la part de la précipitation? On ne sait pas. En tout cas, quand il est destitué par le gouvernement Rajoy, il y a aussi contestation devant les tribunaux, parce que c'est donc la première fois, vous l'avez entendu, qu'était activé l'article 155 de la Constitution espagnole, donc qui permet à l'État, justement, de dicter un certain nombre de mesures aux institutions d'une région autonome qui est prise à défaut ou justement en situation de rébellion ou de malversation, ou bien je cherche le troisième acte, la troisième accusation qui est portée donc contre les responsables catalans, rébellion, malversation, et ça me reviendra. Il y a en fait, cette décision-là, elle est contestée par le Parlement catalan, et le bureau du Parlement catalan, il a porté un recours devant le tribunal constitutionnel début janvier autour de ce thème-là, sur ce sujet-là, qui est relayé, qui a été reporté à Madrid aussi, au Parlement espagnol, au Congrès des députés, par Podemos, qui lui donc est plutôt dans l'équidistance, cherche à reconnaître une troisième voie. Donc, ce qui fait que, pour aujourd'hui, pour Quim Torra, pour le nouveau président de la Catalogne, qui a été élu finalement il y a 15 jours, enfin un peu plus, peut-être 3 semaines maintenant, Karl Puigdemont, il reste le président légitime de la Catalogne. Ce qui fait qu'on a eu droit à une cérémonie d'investiture un petit peu particulière, à minima. Il y avait, je crois, 1 ou 2 membres de sa famille. D'habitude, il y a 300 personnes qui assistent à une investiture d'un président de la Generalitat. Là, c'était moins d'une dizaine. Une seule caméra, la télévision publique catalane, qui est pro-indépendantiste, qui n'a pas été mise sous contrôle par Madrid, parce que Madrid, justement, sait qu'il est quand même... Pour la première fois, la droite espagnole est sous observation internationale, pour la première fois depuis la transition. Ça, c'est Enrique Juliana qui dit ça, et c'est un truc donc il faut savoir, effectivement. Pour la première fois depuis la fin du franquisme, la droite espagnole est à nouveau sous nos yeux, sous surveillance un petit peu étrangère. Ça, c'est un phénomène intéressant qui leur fait peur, je pense, aux responsables de la droite espagnole. Et donc, une seule chaîne de télévision, pas de corps constitué, donc présent, et bien sûr uniquement le drapeau catalan derrière lui, pas le portrait du roi, mais ça avait déjà pas de référence à la monarchie, pas de référence à l'État espagnol dans le serment qui est prononcé. Ça s'était déjà passé comme ça précédemment. Il y avait eu un recours devant le tribunal constitutionnel qui avait dit c'est pas grave, effectivement il n'y a pas de normes particulières pour l'investiture d'un président catalan, donc ils font ce qu'ils veulent. Mais ça s'est fait à minima, et surtout était posé donc sur le bureau du nouveau président, le collier comme chez nous, il y a un collier qui a été fait justement pour le premier président de la Generalitat, au début des années 30, et que symboliquement on porte quand même, contrairement à ce qui arrive avec le collier de la Légion d'honneur chez nous au moment de l'investiture du président de la République, et qui là n'a pas été porté, n'a pas été mis par Quim Torra, qui donc insiste
dans cette stratégie légitimiste, dans cette stratégie de la légitimité qui dit le vrai président c'est Carlos Puigdemont, c'est le président en exil, entre guillemets. Avec donc le projet, donc on va voir ça, de la mise en œuvre, la mise en place d'institutions donc de l'exil, avec un conseil de la République qui devrait être présidé par le président en exil, s'il est toujours en liberté, et puis la mise en œuvre d'une formule magique propre au populisme de gauche, l'incantation du processus constituant, donc, dont Podemos, les responsables de Podemos nous bassinent déjà depuis des années, que Íñigo Errejón, le numéro 2 de Podemos, avait lancé dans tout début de Podemos, dans une de ses premiers entretiens passionnants accordés à la presse espagnole. On ne sait pas trop ce que c'est que le processus constituant, est-ce que c'est la constitution du peuple, est-ce que c'est une réforme institutionnelle. Pour les Catalans, oui, le processus constituant, il est complet. Pour ce que j'en comprends, là je veux bien qu'on discute avec moi, qu'on m'explique ce que c'est précisément pour les indépendantistes, c'est donc la réalisation de la République. Donc une République qui est quand même, donc à part ces quelques points d'appui, donc la défense de la légitimité, la défense de la liberté des droits politiques, des prisonniers, l'internationalisation, la recherche de la reconnaissance internationale, qui est quand même en panne, parce que la construction de l'État catalan depuis Jordi Pujol jusqu'à nos jours, il n'est pas complet. C'est un proto-État qui a été fait. Il faut expliquer, on l'a déjà dit dans d'autres conférences, qu'il y a toujours eu donc négociation à Madrid, au Parlement de Madrid, entre soit le Parti socialiste, soit la droite espagnole et des partis régionalistes pour avoir un petit peu plus de pouvoir. Actuellement, du reste, c'est par exemple le Parti nationaliste basque qui soutient le gouvernement Rajoy. C'est que demain matin qu'on saura du reste si ce Parti nationaliste basque se joint à la motion de censure qui est portée contre le gouvernement de Mariano Rajoy. Donc il y a toujours eu un jeu, les indépendantistes ont toujours servi de force d'appoint, donc ce qui leur a permis de grignoter des pouvoirs pour construire cet État catalan dont tous les indépendantistes rêvent, ceux qui veulent l'indépendance maintenant ou ceux qui ne la veulent que pour un coup ou à long terme. C'est par exemple la droite espagnole, c'est le gouvernement Aznar qui a donné des compétences à la police catalane. Donc c'est Mossos d'Esquadra qui ont joué quand même un rôle important, dont le chef est aujourd'hui, à qui la justice réclame aujourd'hui des comptes. Donc il y a ce proto-État quand même qui n'a pas été construit. L'administration des impôts, elle était en projet, mais elle n'a pas été construite. Elle n'est pas entière. Donc aujourd'hui, il faut savoir que les finances de la Catalogne, elles sont sous contrôle de Madrid, sous le contrôle direct du ministère des Finances. Ça datait même d'avant la proclamation de l'article 155, de la mise en œuvre de l'article 155, de la suspension de facto de l'autonomie, même si c'est pas ça qu'on dit dans les textes. Ce qu'on dit, c'est donc le fait que les membres du gouvernement espagnol assument les compétences correspondantes des divers membres du gouvernement catalan. Mais donc avant l'application de cet article 155, il y avait les finances de la Catalogne qui sont contrôlées sou par sou, euro par euro, par l'administration du ministère de l'économie à Madrid. Donc ça, c'est peut-être pas près de finir. Et puis, mais il y a quand même, et puis donc il y a quand même des faiblesses dans le camp d'en face aussi. Donc c'est les faiblesses, moi je dirais de l'Union européenne, parce que le rapport à l'Europe, on peut en parler, c'est vraiment intéressant dans cette affaire. C'est vrai que et là je m'appuie sur l'analyse d'un très bon journaliste qui dirigeait une agence de presse, que je suis sur Facebook. Donc, vous voyez, j'ai basculé de Madrid un peu à Barcelone pour comprendre ce qui se passait, même sur les réseaux sociaux, parce qu'à Madrid, il n'y a pas tous les éléments quand même pour comprendre. Et à Barcelone, il y a un chroniqueur qui est je vais retrouver le nom tout à l'heure, Andreu Claret, qui lui dit, qui était correspondant dans les institutions européennes.
journaliste, donc qui connaît très bien les institutions européennes, et qui dit aux indépendantistes, là, vous vous trompez depuis le début, vous comptiez sur les institutions européennes, il ne faut pas compter sur l'Union européenne. Ce n'est pas qu'il est anti-européen, mais il sait très bien ce que c'est que l'Union européenne. L'Union européenne, ce qu'elle veut, c'est les titres que j'ai donnés donc à la partie de mon livre qui en parle, c'est la stabilité politique avant tout. Pas de vague, pas d'indépendance, pas de défense des droits politiques, des prisonniers politiques ou des politiques prisonniers, stabilité politique avant tout. Et moi j'ajoute qu'après une discussion, un débat qu'on a eu, j'avais été invité à la Sorbonne à une petite table ronde, il y avait l'ambassadeur d'Espagne qui était là, j'ai pu ouvrir mon livre sur Podemos. Moi j'aime bien Podemos, moi je suis membre d'un cercle parisien, Podemos, je trouve que c'est les gens les plus intelligents dans les analyses politiques en Espagne. Donc mais comme ils me disent, comme m'a dit une députée de ce groupe, ancienne députée de ce groupe que dirigeait donc Johan Coscubiela, c'est la première chose qu'on fait quand une guerre se déclare, c'est qu'on coupe les ponts. Et donc tous ceux qui cherchent à être un peu équidistants, ils sont hors jeu. Ils ne sont pas assez fiables pour les indépendantistes et pour les unionistes. Ils ont fait trop de concessions aux indépendantistes. Donc on coupe un petit peu les ponts avec eux, mais ils font quand même de bonnes analyses. Et donc pour revenir à ce que dit Andreu Claret, il rappelle, ou en tout cas, pardon, ce qu'on s'est dit à la Sorbonne, il y avait aussi des spécialistes du droit international, c'était une petite table ronde qui était organisée par des étudiants en droit international, des étudiants d'Assas, c'est que l'Union européenne, quoi qu'on en dise, c'est une union d'États souverains, donc les décisions se prennent à l'unanimité, et si l'Espagne ne veut pas qu'on lève le petit doigt pour les Catalans, ben on ne lèvera pas le petit doigt pour les Catalans dans l'Union européenne. Et du reste, l'Espagne l'a bien fait sentir il y a pas plus tard que 15 jours, en refusant d'assister, de signer un accord Union européenne-Balkans. C'est les pays de l'Union européenne qui ont signé un accord avec les pays du Balkans, c'est pas l'Union européenne, parce que l'Espagne n'a pas voulu. Ça a embêté tous les diplomates, mais pourquoi? Parce que dans ces pays du Balkans, il y avait le Kosovo, donc, dont l'Espagne ne reconnaît pas l'indépendance, avec la Grèce, je crois, la Roumanie, je vais dire des bêtises, et je prends encore un autre pays européen à vérifier. Mais donc c'est intéressant, le rapport à l'Union européenne, il est quand même compliqué pour nous qui nous interrogeons sur l'Union européenne, parce que pour ceux qui tiennent à l'unité de l'Espagne, c'est quand même l'idée de dire que les frontières doivent rester ouvertes dans une Europe unie. C'est quand même un argument de poids pour ceux qui défendent le statu quo, puis la concorde entre les peuples, entre les nations. J'en profite pour dire qu'effectivement l'Espagne est un pays et une nation de nations, c'est ce que disent les gens de Podemos, et ils ont raison, je pense. Il n'y a pas eu d'histoire. Vous savez, le sentiment national, il a quand même été confisqué très, très largement par la droite, par l'extrême droite en Espagne, par le franquisme. Donc on ne peut pas reprocher à l'Espagne d'être ce qu'elle est aujourd'hui s'il y a des synthèses, des accords qui ne sont pas faits. Je traite du rapport compliqué quand même de la droite espagnole à son passé. Il y a quand même, c'est un truc qui aurait fait scandale chez nous, dans cette affaire catalane. Il y a le sous-secrétaire à la communication, il y a encore des sous-secrétaires chez nous, il y a des secrétaires adjoints, en Espagne il y a encore des sous-secrétaires, c'est des sous-secrétaires à la communication du Parti populaire, M. Pablo Casado, qui est un des responsables du PP et du Parti populaire à Madrid, qui a dit que Puigdemont devrait faire attention, il se pourrait bien qu'il finisse comme Luis Companys, donc le président de Généralité qui avait déclaré l'indépendance aussi durant la Seconde République espagnole, qui avait trouvé l'exil en France en 1939 et qui avait été livré à Franco par les Allemands, par Vichy, et qui a été fusillé donc sur les hauteurs de Barcelone. Donc on se permet ce genre de choses, d'allusions dans la droite espagnole. C'est quand même c'est une droite qui a gagné une guerre civile et qui s'en rappelle. Ça crée beaucoup de conflits, ça jette beaucoup d'huile sur le feu. Et cette droite espagnole est quand même bien bête de ne pas faire un certain nombre d'actes, d'accomplir un certain nombre d'actes symboliques qui montreraient qu'elle a rompu avec ces réflexes-là. Simplement en déterrant par exemple le dictateur Franco de l'endroit où il est enterré actuellement, ce que je rappelle aussi dans le livre. Donc, donc le rapport à l'Europe, il est compliqué parce que l'Europe, elle est revendiquée quand même par les deux camps. Par ceux qui défendent l'unité, qui disent voilà, on est sur un continent ouvert,
Inés Arrimadas, donc la dirigeante de Ciudadanos, on l'a vu agiter un passeport espagnol à la tribune du Parlement catalan quand se votaient ces lois de déconnexion, cette déclaration d'indépendance, en disant voilà, alors est-ce qu'il va falloir un passeport pour mes parents, parce qu'elle est andalouse d'origine, pour qu'ils viennent voir leurs petits-enfants maintenant en Catalogne. Donc voilà, on est contre, on invoque l'idée européenne, mais les Catalans veulent aussi bien sûr être un État européen de plus, puisqu'il y a, c'est donc ce que j'essaie aussi de rapporter dans le livre, un nationalisme de gauche, ce qui peut être le plus difficile à comprendre pour des Français. Et il y a une enquête, là par contre, c'est là que les médias madrilènes redevenaient intéressants. Il y a une enquête qui est auprès des lecteurs, qui est lancée par Infolibre, c'est le partenaire de Mediapart espagnol. Je ne dis pas que c'est le Mediapart espagnol, c'est le partenaire de Mediapart en Espagne. Il y a aussi un journal qui s'appelle Contexto, qui est très bien, qui pourrait être pour moi le Mediapart espagnol, parce qu'il a justement été fondé par quelqu'un qui a quitté le pays, comme les gens qui ont fondé Mediapart et qui ont rompu avec le monde. Donc pour moi, s'il y a un Mediapart espagnol, c'est plutôt Contexto, plutôt que le partenaire officiel de Mediapart qui est Infolibre. Mais donc Infolibre, il lance une enquête, c'est quand même un journal de gauche et qui demande aux gens s'ils conçoivent qu'il y ait qu'on puisse être de gauche et puis nationaliste en Espagne. Et il ressort effectivement qu'il y a un lecteur, et il y a une synthèse qui est faite à la fin de ces débats qui sont lancés par le journaliste qui lance le débat et qui rappelle qu'effectivement la gauche espagnole ne voit pas d'inconvénient à défendre les droits des travailleurs d'abord en Espagne avant de les défendre par exemple au Maroc. Donc pourquoi est-ce qu'on ne défendrait pas les droits des travailleurs dans une république catalane avant de chercher à le défendre ailleurs? C'est bien sûr la position de la CUP et de la gauche catalane qui pense que c'est dans cet État catalan qu'on va pouvoir construire le socialisme déjà dans un ordre des choses et dans un ordre de priorité qui leur semble être politique. Mais ça repose toujours pour nous ce sur quoi insiste Jacques Sapir dans la critique qui est sortie aujourd'hui de mon livre, sur la réflexion. L'égalité, légitimité, populisme, et puis situation exceptionnelle. C'est-à-dire que Jacques Sapir, il croit pouvoir dire à la lecture de mon livre, et c'est ça qui est intéressant dans le fait de l'avoir écrit, je m'y rallie quand même en grande partie, c'est de dire que la question catalane ne sera pas réglée par le droit. C'est dur de le dire, mais c'est en tout cas le droit tel qu'il existe, peut-être. Apparemment, c'est une question que je pose. Visiblement, elle ne peut pas l'être. Il y a une difficulté là, qui fait que la situation est très grave. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de l'égalité dans la situation exceptionnelle et que les légitimités qui s'affirment ne doivent pas créer de la légalité. Après tout, c'est ce que les indépendantistes ont dit qu'ils voulaient faire en créant un petit peu des lois provisoires de la République qui peuvent faire peur aux démocrates, effectivement, parce que c'était quand même une concentration des pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires dans les mains du président de cette Catalogne indépendante qui peut quand même inquiéter. Donc c'est facile. J'ai pas trop de mérite de le faire de loin parce que pour nous on n'est pas concerné au premier chef par ces débats-là. Mais il y a donc un vrai point d'inquiétude qui dans les faits est étayé par quelques petits actes de violence. C'est ça qu'on essaie de suivre. Donc moi, les indépendantistes catalans, ils m'ont envoyé il y a quelques jours un document de plusieurs feuillets qui listent tous les actes malveillants, agressions physiques, verbales vis-à-vis de militants indépendantistes. Et dans la presse de Madrid, vous avez des articles qui récapitulent des actes de malveillance, les agressions, les bris de vitrine de la part de Catalans vis-à-vis d'unionistes. Donc, on parle d'une situation très grave. Et si mon petit livre peut permettre déjà de susciter le débat, ce serait pas mal. Et de refaire un petit peu de médiation là où il n'y en a pas. Je n'ai pas parlé du roi, mais on pourra en parler dans la discussion, c'est dans le livre, et puis les reproches qui lui sont faits sont un petit peu connus. Voilà, le débat est ouvert. Merci Christophe.